Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est donc notre dernière table ronde. C'est pour moi d'autant plus émouvant d'être à la conclusion de cette journée extrêmement intense que, comme le rappelait Camille Grand tout à l'heure, il y a 10 ans, j'avais la double casquette, président de la BNF et la FRS. Nous avions réalisé un hommage à Thérèse Delpech, et c'est assez encourageant de voir que 10 ans plus tard, cette journée n'est pas une célébration des œuvres qu'elle a pu écrire, mais une mise en œuvre de l'invitation qui était la sienne à toujours approfondir la réflexion sur la dissuasion. Et nous sommes particulièrement heureux à la FRS et avec le CEA de la présence d'invités étrangers de plus haut niveau, qui étaient aussi des interlocuteurs et des amis de Thérèse Delpech. Pour cette dernière table ronde, nous avons donc le président de la commission, nous avons l'honneur d'avoir le président de la commission de défense de l'Assemblée, M. Thomas Gassillou, Louis Gauthier, entre autres ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, M. Martin Schäfer, qui est le ministre conseiller de l'ambassade de la République fédérale, et Nicolas Bavret, qui nous a donc rejoints. Le thème de cette table ronde est un peu une variation, si je puis dire, sur le thème général démocratie et dissuasion qui a été choisi pour cette journée. Les thèmes se chevauchent, et donc je suis sûr que ce qui fait l'intérêt de chacune de ces tables rondes, c'est le point de vue que chacun, en particulier, apporte sur ces thèmes. Crise de la dissuasion, ça a été évoqué déjà dans le cours des débats, crise externe d'une certaine manière, dans la mesure où le modèle démocratique semble remis en cause ou contesté de l'extérieur par de nombreux États, mais c'est avant tout, j'imagine, l'idée d'une crise interne, puisque à travers les sociétés du monde occidental, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, nous voyons l'influence croissante des mouvements qu'on décrit souvent sous un terme générique de populistes, qui se caractérisent presque tous, et même tous, par l'admiration, voire dans certains cas la fascination qu'exercent les régimes autoritaires sur eux, en particulier la Russie, même si en ce moment l'expression de cette fascination se fait plus discrète, ou la Chine. Donc, est-ce que c'est, pour reprendre la liste qu'avait faite Brad Roberts des forces et faiblesses des démocraties, est-ce que cet aspect justement de vulnérabilité interne est un problème pour la crédibilité de notre dissuasion? Alors, nous avons donc des expériences très, très différentes, dans la mesure où nous avons vraiment souhaité donner, enfin Bruno Tertrais et Mélanie ont donné une vision très internationale de nos échanges. Je propose de donner immédiatement la parole à M. Schäfer, car en tant que représentant de la première puissance économique européenne, non dotée de l'arme nucléaire, mais qui joue un rôle très important dans la stratégie nucléaire de l'OTAN, et qui a annoncé un effort considérable de défense, je pense que ce serait très intéressant d'avoir son point de vue sur le sujet. Oui, bonjour Monsieur Racine, bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation qui n'a pas été à moi, mais à l'ambassadeur qui s'excuse auprès de vous. Il est malade, il ne voulait pas courir le risque de vous infecter à tous. Donc vous avez, moi, son adjoint, devant vous. Je n'ai pas assisté à beaucoup de vos discussions, mais il semble bien, Monsieur Racine, que le timing des propos de Monsieur le Président hier soir à la télévision a été parfait pour cet événement, me semble-t-il, et vous en avez certainement parlé, surtout peut-être aux fringes de votre événement. Moi, j'ai participé ce matin à une discussion à l'IHEDN avec un collègue britannique devant les auditeurs de cette institution. Et là, les gens avaient parlé d'un triangle du P3.
je peux vous assurer que l'Allemagne n'a, tant que je sais, ni un siège permanent au Conseil de sécurité encore, ni nous disposons de l'arme nucléaire. Et finalement, je voulais dire un mot sur la Polynésie française parce que, en tant qu'élève étranger de l'ENA, il y a 30 ans, l'école, l'ENA, a eu la gentillesse de m'envoyer en Polynésie française pour mon stage. Donc j'y ai passé 3 mois et je vous dis, j'étais un collaborateur du haut commissaire de la République, qui est le préfet, le représentant de l'État français. Et à deux reprises, on a dû appeler en métropole pour demander un dispositif CRS qui vienne en Polynésie française parce qu'effectivement, la protestation des Polynésiens en contre des essais nucléaires risquait de devenir assez violents. Alors, je ne veux que parler que quelques minutes parce que nous sommes à la fin de cette conférence et j'ai raté le début, donc je ne veux pas doubler quoi que ce soit. Je vais répondre à une question et la question c'est que est-ce qu'il y a un risque pour la France, pour le monde occidental, qu'il y a une exception allemande. Et la réponse, très brièvement, serait très clairement non, mais il serait ennuyeux de terminer là, non ? Donc je vais argumenter simplement en quelques minutes en disant que le débat sur la dissuasion nucléaire chez nous a toujours joué un grand rôle dans le débat public en Allemagne. Peut-être des Français se rappellent aussi des grandes confrontations au début des années 80 sur la double décision de l'OTAN et le stationnement planifié des rampes de lancement pour les Pershing et les missiles de croisière américains en Allemagne. Ça a engendré effectivement la prise de pouvoir de M. Kohl et les citoyens allemands en 1983 avaient décidé de le reconfirmer en tant que chancelier allemand et ça entraînait automatiquement, très clairement aussi, que là, à ce moment-là, il n'y avait pas une exception allemande à la décision de l'OTAN de stationner justement ses armes à l'encontre de l'Union soviétique. Alors, quand même, et pourtant, on a bien l'impression, moi j'ai bien l'impression que la discussion en Allemagne sur l'arme nucléaire, ce n'est pas en premier lieu un enjeu stratégique, mais c'est une discussion morale et éthique. Et pour des raisons éthiques, jusqu'à ce jour, une partie des représentants des églises ou du mouvement pacifiste sont encore très critiques vis-à-vis de la discussion nucléaire. Par ailleurs, l'Allemagne s'est engagée dans les traités internationaux à renoncer à long terme à produire, posséder, à utiliser des armes NRBC, y compris nucléaires bien sûr, un engagement fondateur de nos convictions en matière de politique de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'identité allemande après la Deuxième Guerre mondiale, bien que nous soyons en quelque sorte les inventeurs de la technologie nucléaire à fin militaire, et celle d'un État résolument non nucléaire. Pourtant, l'Allemagne réunifiée a quand même assumé ses responsabilités dans le cadre de la dissuasion nucléaire de l'Alliance avec le partage du nucléaire. Alors, peut-être une phrase sur le réarmement intellectuel en Allemagne. Je crois que pour nous, et ça c'est évident, je crois, beaucoup plus pour nous que pour la France ou d'autres pays, le 24 février de cette année, avec ce qu'on appelle la Zeitenwende, le changement, le tournant d'époque, a été un moment de réveil assez brutal. On s'est réveillé de notre rêve un petit peu naïf, vous allez dire, de notre rêve naïf d'une paix éternelle sur le sol européen et avec une délégation de notre liberté, de notre sécurité à des tiers, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne ou bien la France. Mais les décisions qui ont été prises dès lors, 3 jours après, avec le discours du chancelier Scholz le 27 février, avec un paquet de 100 milliards d'euros qui sont investis dans le réarmement allemand, si j'ose dire,
toutes les autres décisions en concertation avec le monde occidental, je crois, montrent bien et très clairement qu'il n'y a pas une exception allemande. Et dernière remarque, si vous me le permettez, M. Racine, tous les sondages que nous avons nous montrent bien que même aussi pour la population, pour la société civile allemande, pour les citoyens allemands, le 24 février a été un moment de réveil assez brutal. Avant, il y avait une claire majorité des Allemands qui ont été en faveur du retrait des armes nucléaires tactiques des Américains du sol allemand. Quand j'étais porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le ministre Westerwelle, FDP, donc un parti qui est au pouvoir maintenant aussi, a fait écrire ça dans notre contrat de coalition à l'époque, il y a une dizaine d'années. Ça ne s'est pas matérialisé. Et encore aujourd'hui, on voit qu'après le 24 février, il y a une majorité absolue des Allemands qui sont en faveur de la dissuasion nucléaire, quelque chose qui n'a pas été le cas par le passé. Dernière phrase, il n'y a pas d'exception allemande. Je crois que l'Allemagne va rester à toujours un pays qui ne veut pas aspirer au bouton rouge de l'arme nucléaire à nous-mêmes, mais nous acceptons les règles du jeu et nous sommes un partenaire solidaire avec nos amis français, britanniques et américains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Schäfer, pour cette intervention et qui illustre ou qui démontre une fois de plus que, en tout cas dans le cas que vous avez décrit, l'entreprise dans laquelle s'est lancé Vladimir Poutine, au lieu d'accentuer certaines divisions ou fractures à l'intérieur des opinions ou entre États européens, a eu l'effet opposé. Je vais maintenant inviter Louis Gauthier, qui peut-être ne pourra pas rester jusqu'au bout, à intervenir. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Très heureux d'être parmi vous. Et permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de Thérèse Delpech. Thérèse avait décrit par avance ce que serait le deuxième âge nucléaire, et notamment à partir de l'idée de la prolifération régionale, ce qui s'est avéré exact, et du trouble que cette prolifération induirait sur les logiques de la dissuasion. Mais au fond, cette période qu'on a vécue est une période dans laquelle le continuum de sécurité ou le continuum stratégique entre grands États nucléaires n'a jamais été directement menacé. Il pouvait être perturbé par ces déséquilibres régionaux et par ces risques de prolifération. On rentre dans le troisième âge nucléaire. Et ce troisième âge nucléaire, il intéresse d'abord au premier chef les Européens sur la nature de leur sécurité. Pourquoi ? Parce que le conflit en Ukraine le montre. Il y a d'abord une incertitude sur l'équation de sécurité en Europe. Nicole le rappelait tout à l'heure, c'est là où on regrette que les Européens ne se soient pas davantage préoccupés des effets de démantèlement de traités de dénucléarisation sur le sol qui ont été levés, notamment par la précédente administration américaine. Ils ne se sont pas impliqués sur ce sujet. Ce sont des outils évidemment de concertation et de négociation qui manquent, qui sont forcément préoccupés par l'évolution du nucléaire iranien. Ils ne sont pas, je dirais, dans la surdétermination, même s'ils y participent, mais je dirais que c'est au-delà de leur capacité de l'équilibre stratégique entre les États-Unis et la Chine. Donc ce troisième âge nucléaire, d'une certaine manière, à travers la compétition, rivalité entre la Chine et les États-Unis, à travers l'issue de cette guerre en Ukraine, perturbe profondément pour la première fois, ou en tout cas met en cause pour la première fois, une équation de sécurité qui concerne directement des États nucléaires officiellement dotés. Alors, si j'en reviens maintenant aux démocraties, contentons-nous des démocraties européennes. Pour les États dotés, je n'en connais pas pour qui la dissuasion nucléaire ne reste pas une garantie existentielle. Et d'ailleurs, aucun, même si on a vu à certains moments des hésitations dans la doctrine anglaise, le passage à une seule composante, je ne les ai pas vus désarmer nucléairement et troquer contre rien ce qui est leur garantie nucléaire. Pour les autres États européens, à part donc la France et le Royaume-Uni, la question elle est différente. Il y a
qui ont une objection, qui voient d'ailleurs plutôt le risque ou le danger nucléaire et qui la récusent, commencer par des pays comme l'Autriche qui militent pour une convention d'interdiction au nom de principes humanitaires, ou pour d'autres qui l'acceptent dans le cadre d'une alliance, mais finalement en étant eux-mêmes très embarrassés par la nature du dialogue stratégique qu'on pourrait avoir entre Européens, mais qui, à chaque fois que la question s'est posée, n'a jamais trouvé des éléments permettant, au-delà des offres initiales, de faire fructifier simplement un dialogue stratégique. Le président Chirac l'avait tenté, ça a été retenté ensuite par la suite, notamment avec nos amis allemands. On voit bien que c'est une question qui, en raison de leur débat public interne, est plus embarrassant qu'autre chose. Donc c'est le discours du président Macron qui a fait des évolutions possibles de la doctrine française, indiquant que peut-être que la dissuasion nucléaire française, de facto, était un élément d'une dissuasion européenne, n'a pas trouvé beaucoup d'écho en réponse. On peut le comprendre, c'est-à-dire c'est pas forcément un débat qui doit être sur la place publique, mais on voit bien que, en revanche, dans cette période nouvelle qu'on a devant nous, c'est vrai qu'il y a besoin de réassurance, où que ce soit. Ça peut être dans l'Alliance Atlantique, ça peut être dans des discussions entre Européens, mais c'est vrai qu'il y a une attente d'une position britannique. Là encore, la coopération franco-britannique que Sarkozy avait initiée après Lancaster House n'a pas beaucoup produit d'effets positifs au-delà de mesures techniques immédiates. Et donc, quand je dis que les Européens sont quand même questionnés sur leur doctrine, c'est quand même, à mon avis, d'évidence avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si j'en viens maintenant à la problématique française, c'est vrai que dans notre démocratie, au fond, la dissuasion nucléaire a été l'élément de précipitation du consensus, avec des étapes qu'on connaît bien, le rapport Canapa, les communistes en 1977, la convention RNU par la suite, les socialistes, Mitterrand, etc. Et depuis lors, cet élément n'a jamais été remis en cause. Et si on a une crise des démocraties, c'est une crise de la démocratie sur les problèmes de la représentation intermédiaire. Elle ne se pose pas au niveau de celui qui est le donneur d'ordre, président de la République, chef des armées, comme elle ne se pose pas d'ailleurs aux États-Unis dans la critique du rôle du président des États-Unis comme maître d'œuvre et donneur d'ordre de la dissuasion nucléaire. Le trouble démocratique que nous connaissons ne questionne pas cette légitimité-là. Ça peut-être revenir, mais ce consensus, il ne porte ni sur un premier constat qui peut être discuté, celui que les armes nucléaires restent des armes d'interdiction de la guerre. Elles ne sont pas l'interdiction de toute guerre, Nicole, elles sont l'interdiction d'une escalade vers une guerre aux extrêmes. Jamais, depuis que la dissuasion existe, la dissuasion a impliqué la suppression des conflits. Et donc on voit bien, et on est dans le test. Et moi, ce qui me frappe dans la crise ukrainienne, c'est que les Russes font des gesticulations, créent du flou, et d'une certaine manière de façon qui peut paraître inconsidérée, mais dans le langage très codé de la dissuasion nucléaire, je ne les ai pas vus franchir le trait. En revanche, ce qui me frappe, c'est que dans certaines réponses occidentales, c'est comme si on avait perdu les clés de cette grammaire qui est un vocabulaire extrêmement codé, dans des surréactions ou dans une impossibilité d'interpréter les signaux qui nous sont donnés, qui sont très clairs. C'est à partir de quel moment les Occidentaux seront belligérants, à partir de quel moment ils ne sont pas belligérants. Voilà, et que la Russie elle-même a soutenu dans d'autres conflits des pays avec qui nous étions en hostilité. Et le deuxième, c'est mes intérêts stratégiques vitaux qui pourraient être touchés si évidemment mon espace direct était lui-même menacé. Donc ça, premier point, l'interdiction nucléaire. Deuxième point, l'interdit moral. L'interdit moral, effectivement, il y a peut-être un risque aujourd'hui. Je ne l'apprécie pas, mais il est du côté russe. Et effectivement, si par malheur, si par dérive, si par l'effet de ce conflit qui escaladerait, les Russes arrivaient à cette extrémité, ça veut dire que cet interdit n'aurait plus joué dans l'histoire. Il aura joué de 1945 à nos jours. Ensuite, le débat, il porte peu sur la doctrine. Il y a pourtant une interrogation de doctrine parce que les choses ont changé et il y a besoin en tout cas de réarticuler les doctrines
entre États nucléaires pour que la logique de la dissuasion, c'est-à-dire d'un dialogue rationnel qui évite la montée aux extrêmes, soit bien compris par tous. La crédibilité de la dissuasion, l'amiral Scott de Martinville rappelait comment le consensus avait fabriqué la deuxième génération des armes nucléaires françaises, dans un contexte de cohabitation que j'ai connu comme conseiller de Lionel Jospin, dans les conseils de défense, où le gouvernement de gauche et un président de droite se sont entendus pour faire que les armes de dissuasion qui assurent aujourd'hui la protection ultime de la France puissent être en service, et les décisions étaient prises à partir de 1998. De la même manière, cette fois comme secrétaire général, sous la présidence de François Hollande, je pense que c'est continué aujourd'hui, la troisième génération est en cours, ce qui explique d'ailleurs que dans le PLF 2023, on voit apparaître un chiffre important pour la dissuasion nucléaire de 5,7 milliards. Donc tous ces points, finalement, crédibilité, technologie, consistance de l'armement français, ne sont pas discutés. On peut s'interroger, c'est-à-dire est-ce qu'il est sain dans une démocratie? Oui, il y a des aspects qui resteront très classifiés, ils le sont indépendamment d'ailleurs de l'évolution de l'IG 1300 qui maintient bien un trait secret, et on est au-delà sur les classifications concernant le nucléaire. Mais est-ce qu'un pays peut justement ne pas s'interroger à une politique de défense d'ensemble, à quelle place joue la dissuasion, à la coopération avec ses partenaires européens, au financement de la défense? Et donc là, ça pose quand même une question, au-delà du débat qui aura lieu, je pense au Parlement, sur la loi de programmation militaire. Est-ce qu'il y a un débat plus ample, qu'évoquait notamment Nicole Nesotto et d'autres, dans le pays? C'est sûr que ce débat a été à d'autres moments, vous évoquiez la crise des Pershing par exemple, y compris le débat en France en 1983, était quand même beaucoup plus intense que le questionnement qu'on a aujourd'hui sur cette problématique. Et donc, c'est pas forcément très simple, parce que je disais tout à l'heure que cette abstention, elle est aussi dans ceux qui ont dans la tête peut-être de conquérir le pouvoir ultime, c'est-à-dire d'être placé à l'élection présidentielle, le fait qu'on n'y répond pas parce qu'on sait que c'est un sujet qui, de toutes les façons, est disqualifiant pour celui qui porterait le débat. Donc vous allez avoir aucun des protagonistes qui vont porter le débat au risque de paraître apporter du dissensus, là où il y a un consensus qui démocratiquement aujourd'hui est confortable, et parce qu'il est confortable, satisfait. Mais je pense qu'intellectuellement, tous ceux qui plaident pour qu'il y ait quand même peut-être plus de discussions, de débats, et notamment de débats entre Européens, à mon avis, ont raison, vu les évolutions géostratégiques auxquelles les Européens vont être, hélas, et sont déjà confrontés. Merci Louis. Nicolas, si tu veux. Merci beaucoup. Donc quelques mots rapides. D'abord, comme on l'a dit, la guerre d'Ukraine marque un changement d'ère stratégique et donc le début d'une grande confrontation entre les démocraties et les empires autoritaires, avec un double front, un front militaire et un front hybride qu'on voit, l'énergie, la stagflation, le financement des partis populistes, et le nucléaire peut jouer aussi dans cette déstabilisation. Et donc la question qui se pose, et qu'on a abordée régulièrement cet après-midi et ce matin, c'était qu'on était dans un monde où la dissuasion nucléaire, c'était un bloc qui ne se partageait pas. La dissuasion était forcément nucléaire et le nucléaire dissuadait. Et il me semble que ce qui est en train de se passer en ce moment montre que ça devient plus compliqué. Donc, moi, je voulais vous livrer 3 idées rapides. D'abord, vous montrer qu'il y a quand même bel et bien une nouvelle donne nucléaire qui est en train de pointer. Comment est-ce qu'elle est télescopée par la crise de la démocratie? Et pour revenir à ce que disait Thérèse Delpech, pourquoi est-ce que la dissuasion fait partie du réarmement intellectuel et moral des démocraties contre les empires autoritaires qui sont une des menaces qui pèsent sur elles? Donc, très vite, pour la dissuasion, sans rentrer dans la polémique de savoir si ça a marché ou pas dans la guerre d'Ukraine.
Mais au-delà de la guerre de haute intensité, c'est vrai qu'on a le retour d'une menace existentielle, y compris nucléaire, sur l'Europe. Ça, c'est un changement qui est fondamental. On a également cette guerre hybride qui est conduite, et là encore, il y a quand même quelque chose qui est utilisé par les Russes, qui est quand même la prise en otage de centrales nucléaires civiles. C'est la première fois qu'on a ce type de menace, et qui est une forme de menace nucléaire qui est lancée avec le précédent de Tchernobyl à nos sociétés. On a un glissement incontestable avec l'idée que la dissuasion c'était défensif pour les intérêts vitaux, à ce qu'on a vu, la sanctuarisation agressive, et donc une version offensive de la dissuasion qui pourrait être utilisée également par la Chine à Taïwan. Et puis enfin, on a la prolifération. Ça a été abondamment rappelé. C'est vrai qu'en tout cas, une des conséquences, vrai ou faux, mais beaucoup de pays vont tirer la conséquence que finalement l'Ukraine a rejoint l'Irak, la Syrie ou la Libye parmi les pays qui ont renoncé au nucléaire, et qui, ayant renoncé au nucléaire, même si il y avait juste la présence d'armes nucléaires, mais que cette forme de renonciation au nucléaire, finalement, se traduit par une invasion. Et on voit très bien que les Iraniens vont en tirer des conclusions qui sont des conclusions radicales, mais on peut voir aussi la Corée du Nord. Donc, ceci montre que le nucléaire, qui finalement avait disparu des écrans, parce que avec la fin de la guerre froide, l'idée de la paix perpétuelle, c'était devenu une relique de la guerre froide. Aujourd'hui, il est de nouveau au cœur du monde, au cœur de la conflictualité et des nouvelles guerres froides qui montent. Ensuite, c'est vrai que ce retour du nucléaire, il est télescopé par la crise des démocraties. Donc, il est au cœur aujourd'hui de la réponse, puisqu'on voit très bien que tout le monde va vers la réassurance des États-Unis, et que la garantie de sécurité des États-Unis, les alliances américaines, qui là encore avaient été discréditées, bousculées, affaiblies, ont repris beaucoup de poids. On l'avait vu d'ailleurs avant l'Ukraine, on a commencé à le voir avec AUKUS, et puis on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, le fait que l'Allemagne prend explicitement des missions nucléaires, investit dans l'achat de F-35, que le Japon envisage peut-être aussi de participer à des missions nucléaires. Mais donc on a cette espèce de retour sous parapluie nucléaire américain pour les démocraties européennes et les démocraties asiatiques. Et en même temps, ça pose des grandes questions. La première grande question, c'est évidemment l'asymétrie entre les États-Unis et les autres démocraties. Et puis, l'autre question que ça pose, c'est le nouveau contexte, parce qu'il y a la fragilité des États-Unis. On parlait de la rationalité des décideurs. Là, moi, j'aurais quand même un point d'interrogation, contrairement à Louis Gauthier. Il y a quand même des questions qui se sont posées quand Donald Trump était président des États-Unis. Je rappelle qu'en 1974, quand Nixon était dans un triste état physique, Kissinger avait donné instruction à la chaîne nucléaire de l'interroger si jamais il y avait un ordre qui arrivait du président. C'était complètement illégal, mais ça a été fait. Il y a eu des questionnements qui ont émergé sous la présidence de Donald Trump, et je ne suis pas sûr que ces préoccupations aient été complètement illégitimes. Et puis, il y a une autre grande question. Donc ça, c'est la crédibilité du décideur. Ensuite, on a l'effectivité technique et opérationnelle. Et puis ensuite, on a quand même une question sur les opinions. Comment est-ce que dans des pays où les passions collectives sont déchaînées, où la raison et la science sont de plus en plus discréditées, comment est-ce qu'on peut fonder la sécurité sur une logique qui est une logique de rationalité, avec une hypothèse en plus de rationalité partagée et par sa population et par les adversaires. Donc ça, on voit que là aussi, il va y avoir quand même des changements. Et la dernière chose, c'est d'insister sur le fait que, compte tenu du contexte, le fait d'arriver à maintenir la dissuasion, aujourd'hui, c'est vital pour la capacité de défense des démocraties, sur les deux plans, militaire et la capacité à résister à la guerre de la désinformation, à la guerre de la fragilisation, à la guerre de la désunion
qui est conduite par la Russie, mais aussi par la Chine à sa manière. Ça nous dit bien que le réarmement, évidemment, doit être militaire, qu'évidemment, on doit pouvoir contenir ces États sur le plan militaire et technologique, mais que derrière, il y a une réponse politique, intellectuelle et morale. Et pour moi, la dissuasion en fait vraiment partie, parce que c'est le meilleur des tests du fait qu'il y a une volonté qu'il y a une volonté vraie des démocraties de se défendre. Et c'est pour ça que la guerre d'Ukraine est vraiment pour moi un moment décisif. Et la dernière remarque, c'est sur la France. Tout ce qui a été dit sur le débat, je le trouve très juste. Et je finirai simplement par là, en disant qu'aujourd'hui, il y a vraiment une faute qui est une faute politique, mais même une faute morale, à ne pas faire de livre blanc. On en a fait, ou une revue stratégique intégrée, on a sûrement fait des livres blancs qui étaient inutiles. Aujourd'hui, c'est vraiment très important, compte tenu précisément de l'évolution du contexte stratégique, compte tenu des nouveaux risques sur l'Europe, compte tenu des fragilités également de l'opinion. S'il y avait un moment où il fallait faire cette réflexion, c'était maintenant. Ça n'empêchait pas de prendre des mesures d'urgence budgétaire. Donc le choix qui a été fait d'un exercice complètement technocratique et secret entre la partie militaire et la partie financière de l'État est pour moi un choix qui est tout à fait dangereux et une vraie occasion perdue. Donc je le regrette, parce que c'est certainement, j'allais dire, le meilleur moyen de ne pas conduire ce réarmement intellectuel et moral qui doit aller avec le réarmement militaire. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Sur la question du livre blanc, effectivement, on peut, à moins de considérer que ce qui se passe en Europe est une simple parenthèse qui se refermera et qu'on pourra recommencer comme avant, en effet, on peut dire que ça aurait été le moment, mais peut-être pas trop tard pour y penser. Et en tout cas, comme le rappelait Louis Gauthier, le Parlement sera là aussi pour un débat sur la future loi de programmation militaire. Alors je m'aperçois, je vous prie de nous en excuser, Monsieur le Président, mais votre intervention était prévue ce matin, donc votre nom n'apparaît pas en fin de journée, j'en suis désolé. Donc le Président Thomas Gassillou va intervenir maintenant, et à la suite de son intervention, à lui-même comme aux autres intervenants, naturellement, nous prendrons quelques questions avant de conclure cette longue et riche journée. Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce matin, j'étais retenu dans un bocal à la DGSI sur le sujet des la contre-influence, la contre-ingérence, et donc j'ai malheureusement pas pu me joindre à vous, et je vous remercie d'avoir fait évoluer votre programme. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens aujourd'hui devant vous en tant que président de la Commission de la Défense, donc en tant que député, alors que le thème du sujet d'aujourd'hui, c'est démocratie et dissuasion. Donc finalement, j'aimerais me présenter comme un acteur de la démocratie, mais me présenter avec une forme de modestie, puisqu'on n'a pas encore commencé nos travaux concernant la dissuasion dans le cadre de ce nouveau quinquennat qui commence tout juste. Et je dois avouer que depuis 2017, nos réflexions ont surtout porté, quand elles ont lieu, concernant la dissuasion, de manière insuffisante, mais quand elles ont lieu, ont surtout porté sur le fonctionnement technique. On a pu être quelques députés à aller à bord d'un SNLE ou sur le porte-avions ou aller voir les forces aériennes stratégiques. Mais je dois confesser, pour commencer, que je pense que notre niveau de réflexion n'a pas été encore suffisant, notamment sur les enjeux doctrinaux. Mais on a désormais potentiellement 5 années devant nous, et donc on compte bien corriger tout ça. Je suis intéressé également d'être ici, puisque, comme vous l'avez dit, on est en phase de préparation de la loi de programmation militaire, en tout cas qui devrait être présentée début 2023. Et d'ici là, le Parlement compte bien contribuer à la revue nationale stratégique, alors qu'effectivement, qui ne sera pas une vraie revue, un livre blanc, mais en tout cas, on y contribuera. Et à défaut d'avoir autre chose, on essaiera d'être le plus utile sur cet exercice-là. Et le deuxième chose qui me semblait utile de dire en propos liminaire, c'est que si la dissuasion, l'arme nucléaire, n'est réellement l'arme du président que si le regard démocratique s'y intéresse. Voilà. Et donc voilà, je serais heureux également de pouvoir échanger avec vous par la suite si vous avez des questions. Alors pour ma part, je structurerai mon propos en 2 temps, et j'ai essayé de raccourcir le plus possible. D'une part, en premier temps, pour
essayer de dire en quoi la dissuasion française est bien la fille de la démocratie en France, et dans un second temps, rappeler, mais cela a déjà été dit en partie, l'importance du travail de pédagogie auprès de nos concitoyens, qui commence par la pédagogie et le travail de leurs représentants, notamment les députés. Alors commençons par la genèse. Simplement rappeler que la dissuasion nucléaire, je pense que peut-être vous le saviez encore mieux que moi, c'est la fille du désastre de 1940, celui de la Troisième République, mais plus largement celui des démocraties qui ont fléchi devant les dictatures. Et l'injonction plus jamais ça a ainsi forgé les premiers outils de la dissuasion. Et je crois que la FRS, vous aviez organisé un colloque en 2017 à ce sujet-là, et qui avait été suivi par l'ouvrage Résistance et dissuasion, qui en a rendu compte. Et donc finalement, ne plus subir explique la création du commissariat à l'énergie atomique en 1945, qui prévoyait dès le début des déclinaisons militaires. Et donc ce qui me semble intéressant de rappeler pour commencer, c'est que finalement on a une dissuasion au service d'une France libre et démocratique. Mais ce qui était vrai alors l'est d'autant plus aujourd'hui, puisque la vie de nos démocraties dépend toujours des rapports de force. Et effectivement, on est là, j'espère, dans le réarmement moral qui est nécessaire de cette prise de conscience des rapports de force, on va dire, qui régissent notre monde. Et donc, deux points complémentaires pour dire que les démocraties, et c'est un député qui vous dit ça, sont fragiles. L'ensauvagement des relations internationales est une réalité observable à nos portes. Et aujourd'hui comme hier, le destin de nos démocraties est lié à leur capacité à ne pas faiblir dans le rapport de force qu'un État nucléaire voudrait leur imposer, qu'il s'agisse d'un État doté ou d'un État qui cherche à l'être par la violation du droit international. Et donc notre force de dissuasion est bien la garantie ultime de notre souveraineté, même si son fonctionnement optimal, bien entendu, repose sur un continuum qui va du conventionnel au nucléaire en passant par l'hybride. Continuum qui doit convaincre un adversaire que la souveraineté de la France ne sera contournée ni par le haut ni par le bas, sinon à un coût inacceptable pour lui. Donc voilà, dissuasion, bien fille de la démocratie. Mais la dissuasion dans une démocratie dépend, je pense, de l'adhésion de nos concitoyens, adhésion qu'il faut aujourd'hui conforter, parce que je pense qu'il n'y a rien d'acquis j'ai pu remarquer, moi, vis-à-vis de mes collègues députés ces dernières années, parfois des signes de faiblesse sur l'adhésion même à la question de la démocratie. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, notamment à l'est de l'Europe, est une forme de piqûre de rappel qui, de ce point de vue-là, malheureusement, n'est pas forcément inutile. Et donc, cette défense militaire crédible, elle repose d'abord sur la résilience de la nation et l'engagement des citoyens. Et ils font que nos concitoyens, donc, appréhendent bien finalement la grammaire de la guerre, et effectivement ils ont pu se déshabituer à cette grammaire de la guerre, aidés notamment par la suspension du service militaire obligatoire, ce qui donne parfois des mouvements d'opinion, des campagnes internationales pour l'abolition des armes nucléaires, avec des compétiteurs au niveau international qui voient dans ces débats l'opportunité d'affaiblir notre capacité collective à assumer notre dissuasion. Or, je pense qu'on en est bien conscient. Les dangers sont là, ils sont autant géopolitiques, j'en ai un peu parlé en début de propos, mais ils sont également technologiques, ce qui nécessite une rénovation régulière de nos équipements pour en garantir la crédibilité. Et qui dit rénovation dit budget, effort consenti notamment par les lois de programmation militaire pour renouveler les composantes de la dissuasion. Louis Gauthier parlait du PLF 2023. Ce PLF, s'il est adopté, consacrera 5,6 milliards d'euros pour assurer la crédibilité de notre dissuasion. Et donc finalement, il me semble que la pédagogie auprès des citoyens est non seulement utile pour garantir d'une certaine manière leur consentement à payer. Pourquoi faut-il payer ces 5 milliards d'euros pour conforter notre dissuasion en 2023, mais aussi potentiellement sur le soutien moral à cette dissuasion. Et d'ailleurs, il faut se poser la question de se dire, que se passerait-il si un jour un dialogue stratégique s'engagerait? Y aurait-il potentiellement des manifestations massives dans les rues si nos concitoyens n'étaient pas préparés à affronter ce dialogue stratégique? Et donc cette réflexion, cette pédagogie à faire avec nos concitoyens, je pense que votre colloque y participe, et
au niveau de la Commission de la Défense. On essaiera également modestement d'y participer. Et dans la perspective de la prochaine loi de programmation militaire, nous aurons l'occasion d'organiser un cycle d'audition spécifique qui nous permettra non seulement de gagner, de faire progresser notre réflexion à ce sujet-là en tant que député. Vous savez qu'on joue le rôle de courroie de transmission avec nos concitoyens, mais au-delà de ça, qui permettra de participer à cette pédagogie avec nos concitoyens. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie de votre attention et je suis disponible maintenant pour répondre à d'éventuelles questions. Voilà, donc les micros sont prêts. Si vous avez des questions à poser à M. Gassillou ou à nos intervenants. Oui. Là, le micro arrive. Peter Davidse, je suis élu dans le Congrès des peuples par des citoyens dans des élections transnationaux. Ma question concerne la démocratie et l'élargissement de la démocratie. Je comprends que s'il y a une coercion par un pistolet, un contrat peut être annulé parce que c'est fait dans de fausses conditions. La dissuasion nucléaire, spécifiquement dans ce XXe siècle, c'est une dissuasion qui a fonctionné, il n'y a pas eu d'engin atomique qui a explosé. Et ma question, je pense que la masse des citoyens de la Terre ne voulait pas être tombée dans l'ombre d'une guerre nucléaire qui pourrait produire un hiver nucléaire qui serait encore plus désastreux que les effets directs de ces guerres nucléaires. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut une organisation dans la future d'une démocratie plus que nationale, plus que mondiale? Est-ce que vous êtes d'accord en principe que cette démocratie mondiale pourrait surgir? Louis Gauthier. Non, mais on n'a pas, hélas, pas dans une démocratie mondiale. La seule chose, c'est que l'adhésion des populations, elle se fait quand même dans ce que vous indiquiez, vous, sur l'efficacité de la dissuasion. Si le doute sur l'efficacité de la dissuasion est induite, évidemment, tout le monde voit le risque des catastrophes induites. Et donc, c'est sûr, c'est un pari. Et donc, ce pari, il est fragilisé par quoi? Par, effectivement, l'absence d'adhésion qui apporte aux décideurs politiques de la crédibilité. J'ai parlé de la légitimité du donneur d'ordre, pas forcément de sa rationalité, mais c'est vrai qu'on ne voit pas aujourd'hui de contestation sur le fait que l'élection au suffrage universel désigne celui qui, dans une situation ultime où nos intérêts vitaux seraient affectés, serait amené à adresser au départ un signal nucléaire ou un avertissement nucléaire. C'est pas contesté. C'est différent des hommes qui peuvent assumer ou des femmes qui peuvent assumer la fonction. Et puis troisièmement, parce que je suis désolé Monsieur le Président, désolé Bruno, et je vais devoir vous quitter. Tu m'avais posé une question et vous l'avez posée à un moment sur les problématiques hybrides. Les problématiques hybrides sont des problématiques qui créent un trouble dans la dissuasion. Parce que c'est tout l'inverse. Les stratégies hybrides ou les menaces hybrides ne permettent pas, contrairement à ce que certains avaient envisagé, de faire peser une menace qui dissuade. C'est l'inverse. Ce sont des menaces anonymes, clandestines, de longue main, dont on ne sait pas forcément quel est l'objectif. Tu l'as évoqué sur, on pourrait dire Nord Stream, ou tu l'as évoqué sur les centrales nucléaires. Donc elles ajoutent un trouble à la lisibilité du contexte international et donc à l'insertion de la logique de la dissuasion. Et donc ça, évidemment, c'est un fait très nouveau, qui est un effet d'abord de contournement, quand c'est très actif, préemptif même, voire un effet de trouble, parce que la dissuasion,
C'est l'incertitude, on ne sait pas quand, mais ce n'est pas l'ambiguïté. Il faut qu'au contraire, pour que ça marche, qu'on soit absolument certain que si nos intérêts vitaux sont touchés, il y aura évidemment une réplique d'avertissement, voire même une réplique en second. Autrement, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, je vous passe la parole. Non, je voulais juste dire que je pense qu'il faut qu'on explique à nos concitoyens contre quoi la dissuasion nous protège et contre quoi elle ne nous protège pas. Et je pense que la dissuasion, dans ma tête, mais ma réflexion doit encore progresser, elle nous protège contre une attaque d'un État qui s'en prendrait à nos intérêts vitaux de manière massive. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant d'expliquer ça, parce que nos concitoyens pourraient nous demander, mais maintenant qu'on a la dissuasion, à quoi ça sert d'investir dans le conventionnel, puisqu'on a la dissuasion? Et donc il faut bien dire que la dissuasion ne couvre pas l'ensemble des scénarios stratégiques, mais en couvre certains, et que même en étant en état doté, on a besoin d'une force conventionnelle importante pour être présent dans l'affrontement des volontés, et on a besoin également de travailler sur nos enjeux de résilience nationale, puisqu'on peut aussi être confronté à des attaques non militaires sur le champ informationnel, dans l'espace, dans le champ cyber, etc. Et donc malgré la dissuasion et malgré une force conventionnelle importante, il faut qu'on travaille également sur nos sujets de résilience. Oui, absolument. Cette notion de résilience est absolument capitale, et on peut imaginer que notamment Vladimir Poutine avait parié sur une faiblesse ou une déficience de la résilience des démocraties occidentales et européennes en particulier. Alors, est-ce que, justement, on a parlé beaucoup d'éléments assez négatifs et sombres dans le contexte actuel, est-ce qu'il n'y a pas un élément, jusqu'à présent, plutôt de satisfaction d'une résilience supérieure à ce qu'on pouvait imaginer de nos démocraties? Alors, très vite, je voulais d'abord répondre à la question qui nous a été posée. Est-ce qu'on peut souhaiter une démocratie mondiale? Bien sûr, mais je pense que dans l'ordre politique et stratégique, il ne faut jamais confondre ce qu'on souhaite et ce qui est aujourd'hui la réalité. C'est qu'on a un monde qui se fragmente et qu'on a des démocraties qui ne couvrent plus que une toute petite minorité d'États sur les 190 que compte la planète, et que par ailleurs ces démocraties elles-mêmes ont des problèmes. Donc il ne faut pas rééditer l'erreur des pacifistes des années 30 qui critiquaient les démocraties au lieu de s'occuper de voir les menaces des États totalitaires. Aujourd'hui, il y a une vraie menace qui pèse sur les démocraties et qui viennent d'un certain nombre de puissances qui haïssent. Il y a le problème des conquêtes territoriales, mais leur vrai ennemi, c'est la liberté politique. Et la liberté politique, ce sont nos régimes. Donc il faut maintenant le comprendre, et on ne peut pas aujourd'hui répondre sans dissuasion nucléaire. Ce n'est pas la seule réponse. Pour revenir aux nouvelles, ce qui est vrai, c'est que pour aller très vite, depuis le début du XXIe siècle, la démocratie a quand même très mal attaqué le siècle. Donc on a perdu le contrôle de l'histoire mondiale, on a perdu le contrôle du capitalisme avec le krach de 2008, on a perdu le contrôle de la capacité à assurer la sécurité sanitaire de notre population avec la Covid, même si on s'est un peu repris. Donc c'est quand même pas très brillant. Et puis les démocraties sont désunies, et puis tout ceci a produit donc les populismes qui les contestent de l'intérieur et la démocratie libérale. Le moment qu'on vit aujourd'hui est effectivement peut-être un moment de bascule. Et il y a deux choses quand même à rappeler, c'est que les empires autoritaires qui nous ont expliqué que l'Occident était fini, que la démocratie était finie, que seul était capable de produire de la stabilité politique et de la stabilité économique, aujourd'hui, les résultats sont quand même moyens. Donc la Russie, qui est le plus grand État du monde, celui qui a le plus de richesses naturelles, donc effectivement, pour 18% du territoire ukrainien et quelques mines en plus, ils ont réussi à démolir leur économie, à affaiblir encore leur démographie, avec 80 000 morts et blessés, 700 000 jeunes qui sont partis. Ils ont réussi à faire de l'Ukraine une vraie nation qui va détester la Russie pour un siècle. Ils ont réussi à réarmer l'Allemagne et le Japon, à secouer les Européens, à ramener les États-Unis en Europe et à réveiller l'OTAN et à se mettre dans la main des Chinois. Donc c'est quand même une assez belle performance. Et ça va durer.
Côté chinois, c'est vrai qu'on va avoir cette cérémonie grandiose du 20e congrès, le culte de la personnalité, un ballet parfaitement réglé. Derrière, on a quand même une économie qui est passée de 10% de croissance par an à quelque chose entre 0 et 2, avec des vrais problèmes de dette, un vrai krach immobilier, avec une demande intérieure qui ne reprend pas, avec la zéro Covid, et quand même avec maintenant une peur de la Chine partout dans le monde et des routes de la soie dont on voit qu'elles sont quand même un moyen de faire de la dépendance à la dette. Donc là encore, le pouvoir absolu, rappelez-vous Lord Acton, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et on est rentré dans un moment où, on peut renvoyer aussi à l'Iran et à la Turquie, on voit que tout ne va pas si bien. Donc, d'un côté, du côté des empires autoritaires, on commence à voir la face cachée du pouvoir absolu. Et chez nous, on peut voir un début de sursaut, mais on est vraiment au début. Et ce qui est vrai, c'est que je pense que le front le plus difficile chez nous est le front intérieur. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que disait Thérèse Delpech. La déliquescence intérieure de nos nations, la perte de tout ce qui a fait le succès de l'Occident, la perte de la foi dans la raison, la foi dans la liberté, c'est ça le plus grand risque aujourd'hui pour les démocraties. C'est ça qu'il faut arriver à surmonter et à combattre. Donc, retour aux valeurs démocratiques et évidemment unité des démocraties. Juste peut-être pour terminer sur les questions de résilience, moi j'ai quand même une préoccupation à ce sujet, c'est que je pense que depuis 50 ans, 70 ans, notre résilience diminue. Parce que nous sommes des sociétés de plus en plus dépendantes de la technologie. La France de 1914, elle est majoritairement paysanne, les gens n'ont pas besoin des uns des autres pour fonctionner. Aujourd'hui, on a une grande dépendance à la technologie et on a le sentiment également d'un État fort qui peut tout, avec parfois une forme de déresponsabilisation des citoyens face à une crise majeure sur les réponses qu'ils peuvent apporter. Et on en a des centaines d'exemples. Donc une résilience qui a plutôt tendance à diminuer, et un monde qui devient de plus en plus risqué, et donc il y a un effet ciseau. Et le risque, pour faire un lien avec la dissuasion, ça serait que nos citoyens se mettent dans la tête on est un État doté, donc on ne craint rien, donc on n'a pas besoin de s'engager pour notre pays, sous différentes formes. Et donc je pense que, comment on répond à ça ? Je pense qu'il est important de partager avec nos concitoyens, en les prenant vraiment comme des adultes, à livre ouvert sur les risques du monde, et de leur expliquer la stratégie qu'on a pour faire face à ces risques. Et cette stratégie que j'ai essayé d'indiquer tout à l'heure dans ma tête, elle repose sur 3 mots: dissuasion, puissance, résilience. Et on a besoin d'être présent sur ces 3 segments. Si on n'est pas présent sur un seul de ces 3 segments, on est en danger. La dissuasion n'exonère pas de la puissance, et la puissance n'exonère pas de la résilience. Et donc, ça rajoute d'autant plus, y compris en étant un État doté, de la nécessité de faire preuve de pédagogie à nos citoyens. Et j'ai même envie de vous dire, c'est avec cette pédagogie qu'ils seront heureux, parce qu'ils sont conscients du risque, mais on les aura rassurés collectivement sur notre capacité à faire face. Monsieur le Président, en tout cas, ce que vous avez indiqué, c'est en quelque sorte le plan de ce que pourrait être un document servant de livre blanc au Diké-Ballon. Je crois que maintenant, l'heure de la fin est proche, donc je vais conclure très, très, très brièvement en disant que j'ai lu ou relu deux livres avant de venir, l'un de 1910 et celui de Thérèse Delpech. Le livre de 1910, il a été réédité, il a eu un certain écho dans certains mouvements actuels, c'est Qu'il est Angers de Charles Maurras, qui se veut une démonstration implacable de la supériorité des régimes autoritaires sur les démocraties en cas de crise. Simplement, 10 ans après la publication de Qu'il est Angers, les empires qui avaient brillé par leur efficacité n'existaient plus, que ce soit l'empire allemand, l'empire d'Autriche-Hongrie ou en plus l'empire russe. Et je crois que toute cette critique et des faiblesses de la démocratie est juste, mais au fond, ce qui était la conviction de Thérèse Delpech, que c'était la seule chose qui justifiait la dissuasion, c'était la défense des démocraties et ce qu'elles incarnent. Elle était convaincue, ça a été dit, de la nécessité
non seulement de penser, mais de partager la réflexion sur la dissuasion au-delà des cercles d'initiés, de créer, enfin, de développer ce que Philippe Herrera tout à l'heure a appelé un espace public de la dissuasion. Et un événement comme celui-ci, évidemment, y contribue, comme y contribuera le débat au Parlement. Voilà. Elle nous mettait en garde aussi sur le fait que les spéculations intellectuelles, théoriques sont nécessaires, mais en cas de crise, elles sont de peu d'utilité. Et ce qui compte, c'est la force de caractère de ceux qui sont appelés à prendre des décisions in vivo et quelquefois dans l'urgence. Donc je dirais que la combinaison à la fois de la profondeur de la pensée, d'un côté de la force de caractère, c'est une combinaison qui n'est pas si fréquente que cela. Thérèse Delpech l'incarnait, je dirais, au plus haut point, et ceux qui ont eu à débattre avec elle en savent quelque chose. Et j'allais dire, c'est peut-être la plus belle leçon qu'elle nous donne pour l'avenir. Merci, et un grand merci à Mélanie Rostelet et à Bruno Tertrais pour avoir bâti le programme de cette journée si riche avec tant d'intervenants que je remercie à nouveau. Merci.